Bonjour à tous, il est 15 heures. Voilà, bien joué. Merci à vous qui êtes à l'heure. On attend encore pas mal de monde, mais je vais avoir quelques minutes d'introduction qui vont leur permettre de nous rejoindre avant d'être dans le vif du sujet. Donc on va voir ensemble pendant 45 minutes une table ronde autour des sujets ici résumés enjeux au pluriel et pratiques au singulier. Déjà, bon, on pourra en parler, mais enjeux et pratiques de la judiciarisation des attaques. Table ronde animée par l'Occlusif, donc quelques mots sur l'Occlusif, donc association de référence dans le numérique en France, avec quasiment 1300 participants maintenant, dont deux éminents membres, au moins 2, 3, 4, ouais, non, peut-être 5, sont sur cette table ronde. Donc, je vais vous les présenter dans quelques secondes, mais l'Occlusif, c'est beaucoup d'activités. Hein. C'est plus qu'animer les tables rondes aux assises de la sécurité. C'est travailler toute l'année dans des groupes de travail, dont certains sont attendus et connus. Donc on en a retenu 3 ici. Le panorama de la cybercriminalité, Panocrime, qui a lieu tous les ans en début d'année, en janvier, qui se présente sous forme d'une grande conférence de 2h30 et qui est le travail de synthèse d'une équipe d'une trentaine d'experts qui font de la veille en source ouverte toute l'année sur les actualités de cyber afin d'en sortir les tendances et les faits marquants. C'est aussi une étude qui a un rythme un petit peu plus variable, mais qui va peut-être plus en profondeur sur les menaces informatiques et les pratiques de sécurité en France. Donc il s'intéresse successivement aux mesures et aux menaces sur les collectivités locales, les hôpitaux, le grand public de plus en plus, des sujets qui sont très intéressants. Et puis un sujet qui a été mis en place il y a maintenant quelques années, qui fait que l'Occlusif était même précurseur sur ce sujet d'exercice de crise qu'on appelle écran occlusif. Alors il y a d'autres déclinaisons par d'autres entités qui sont tout à fait respectables, mais le produit d'origine, c'est écran par l'Occlusif. Alors, donc je suis Loïc Guézot, je suis vice-président du Occlusif. Je suis également lieutenant-colonel de réserve dans la gendarmerie nationale au COM Cyberchande et j'ai le plaisir d'avoir à ma table. Il y a des pièges. Hein. Il y a un inconnu qui est là et une personne annoncée qui s'est faite remplacer. Donc je vais passer la main successivement à chaque personne pour juste se présenter. Alors le plus facile peut-être, Cyril Tesser. Donc tu es... Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis le directeur de la protection de l'information du groupe La Poste. Merci. Il suffit de lire le slide. Ça a été préparé. Alors, un petit peu plus difficile, le général de brigade, Éric Fraissinet, parce que là il est en uniforme. Et là, Vous voulez que je sois en uniforme? Non, pas du tout. Dans un État souverain indépendant de la France. Donc je suis le général Éric Fraissinet, je suis conseiller au sein du commandement cyber de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. Et donc là, ça devient un petit peu plus dur. Aurélien Dich. Bonjour, donc je suis Aurélien Dich, je suis ancien commandant de police, j'ai travaillé pendant 10 ans à la BFTI, qui est l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris. Maintenant, je suis assistant spécialisé au sein de la section J3 de lutte contre la cybercriminalité. Je m'excuse pour ma voix, hein, j'ai essayé d'expliquer quelque chose à un gendarme et après, c'est parti. Et donc, Benoît Fuseau. Oui, donc moi je remplace Sébastien. Qui n'a pas pu venir. Donc, moi, je suis le RSSI de la Casden Banque Populaire et je suis le président du Occlusif. Voilà. Donc, merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet par une mise en perspective d'actualité. Hein, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça. Ah, il n'y a pas le son là. Si. Ah oui, parce que là, ils sont en mode furtif là. Іди наперед, стане в сторону. Працює Національна поліція, виходимо. Вот, все, відкрий. Виходимо сюди. Виходимо, да, здравствуйте. Проведення обшуку. З сейфу виявлено грошові кошти.
10 правильно? Плюс 34 тысячи. Да. Так. Ваш телефон. Voilà, alors, première question, Aurélien, est-ce qu'on va parler de risque de change, d'automobile, de qualité des tronçonneuses? Cette vidéo, on l'a trouvé bien de la mettre en introduction de cette table ronde, puisque ça montre que quand on fait des enquêtes et qu'on va jusqu'au bout, on va faire une interpellation. Là, alors je ne sais pas si vous avez vu, à un moment dans la vidéo, il doit y avoir un collègue qui a un petit logo coréen, parce que c'est la police ukrainienne et la Corée, donc on a choisi cette vidéo-là, parce que du coup, ça nous permet de pas parler trop d'un dossier en cours. Mais des opérations comme celle-ci, on en a eu plusieurs les années précédentes, avant la guerre. Ça, c'est Club Ransomware. La police ukrainienne filme toutes les interpellations qu'ils font. Donc on les retrouve sur Internet. Si vous cherchez NPU, qui est la police judiciaire locale, vous les trouvez. Et ça montre bien qu'avec une collaboration internationale et avec une plainte, ça commence par des plaintes à la base, on arrive jusqu'au bout, au bout de l'enquête. Et vous avez vu qu'il y a quand même un certain nombre de matériel et de monnaie à saisir. Et là, on ne voit pas les cryptos, mais il y en avait également aussi. Voilà. Donc, on va parler de cybercriminalité. Donc, je vais te laisser la main, Aurélien. Si tu peux, de par ta position, nous donner quelques définitions, partager aussi des rappels sur l'organisation de la justice en France, en Europe, et poser le débat autour de la cybercriminalité. Donc moi je travaille à la section J3 du parquet de Paris, donc c'est la section de lutte contre la cybercriminalité. Alors un mini rappel sur le rôle du procureur, parce que je me rends compte que parfois c'est pas forcément toujours compris. Quand vous déposez une plainte, elle est immédiatement transmise à un procureur et il va décider s'il y a matière à enquête ou pas. S'il y a matière à enquête, il va décider quel service d'enquête va être désigné. Donc nous, la section J3, on travaille principalement avec les 3 services principaux en cyber, que sont le C3N, l'unité nationale de la gendarmerie, la SDLC, l'unité nationale de la police judiciaire, la BL2C qui est l'unité de la préfecture de police et aussi la DGSI puisqu'on fait aussi tout ce qui est attaque étatique. Sur la cybercriminalité, J3 se concentre vraiment sur les infractions de ce qu'on appelle de cybercriminalité pure. Alors ici, c'est un peu facile. On les voit partout, c'est-à-dire que tous les indicateurs qui clignotent dans les logiciels que vous achetez chez les éditeurs derrière, on l'oublie un peu, mais derrière, il y a quand même un humain qui le déclenche et qui le lance. Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement content qu'il y ait ce genre de table ronde ou qu'il y ait eu M. Lecouvre qui soit venu à l'entrée de la keynote, parce qu'on l'oublie un peu, mais derrière tout cet écosystème, il y a des personnes à interpeller, et on arrivera à les interpeller que si on travaille tous ensemble dans la même direction. Je ne vais pas vous faire un cours de droit sur les infractions cyber. On a une loi qui fonctionne plutôt pas mal, qui a créé la notion d'atteinte au stade. Atteinte au stade, c'est atteinte à un système de traitement automatisé de données. Et derrière ça, on a réussi à faire rentrer à peu près jusqu'à maintenant toutes les évolutions techniques qui sont derrière. Donc c'est classiquement, c'est les accès à l'intérieur d'un système, c'est l'introduction à l'intérieur d'un système, c'est la suppression de données, l'extraction de données. Tout cela a été renforcé récemment parce qu'avant, pour avoir la bande organisée, donc l'infraction de bande organisée qui nous permet d'avoir une peine plus grave et en termes d'enquête d'avoir plus d'options, les écoutes, les techniques spéciales d'enquête comme les infiltrations, elles ont été élargies par le législateur début 2023 à quasiment toutes les atteintes au stade. Avant, il fallait que ce soit un stade mis en œuvre par l'État contenant des données à caractère personnel. J'avais coutume de dire qu'il fallait aussi que la mise en cause ait un slip jaune parce que vraiment, on devrait rentrer dans un système où c'était assez complexe de l'avoir. On a aussi ce qu'on appelle des infractions obstacles, c'est-à-dire qu'en cybercriminalité, le fait de détenir, d'importer des logiciels qui sont dédiés à faire des atteintes au stade, ça aussi c'est une infraction. Et on a aussi la participation à des groupements qui sont dédiés à faire des atteintes au stade. Ça permet, quand on arrive à caractériser le fait que des personnes se rassemblent ou font une entente dans ce but, de les interpeller même avant qu'on ait l'atteinte au stade.
Récemment, on a eu aussi l'incrimination des plateformes qui sont destinées à faire des atteintes au stade ou à diffuser des atteintes au stade. Ça nous permet de pouvoir rechercher les créateurs de ces plateformes. Avant, tout simplement, c'était compliqué pour nous parce qu'on devait passer par la complicité d'atteinte au stade. Et quand vous êtes créateur d'une plateforme qui diffuse des milliers de malwares, se retrouver complice d'une seule atteinte au stade ou de deux atteintes au stade, c'était effectivement quelque chose de compliqué. La section J3, elle est du parquet de Paris, donc elle a compétence sur la plaque parisienne, mais elle a une petite spécificité, on a une compétence concurrente nationale, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un fait qui se produit sur le territoire national, on appelle le procureur local en disant ce fait-là, en raison de sa complexité, en raison de sa dimension internationale, en raison du fait qu'il y ait des faits sur tout le territoire national, la section J3 voulait le reprendre. On a peu de résistance sur les parquets locaux pour qu'on récupère ce genre de faits, ce qui veut dire que la section J3 dirige en gros toutes les enquêtes majeures sur des malwares, toutes les enquêtes sur les rançongiciels. Je vais faire rapidement en termes de centralisation les différents faits qui sont centralisés quasiment systématiquement. On a les rançongiciels. On a ce qu'on appelle le jackpotting. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du jackpotting. On a régulièrement des bandes de criminels qui envoient la première couche du réseau criminel. Ce sont des gens qui sont un petit peu bourrins, qui vont aller dans des distributeurs automatiques, qui vont aller casser le distributeur automatique, mettre un petit dispositif à l'intérieur, et à distance, une autre équipe va déclencher un petit programme qui va faire que l'argent sort. D'où jackpotting. L'intérêt de la centralisation, elle est évidente. Ces équipes-là, elles arrivent, elles sont très mobiles. Elles vont partir à Reims, à Strasbourg, donc sur des territoires avec des juridictions différentes. Donc l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir centraliser au niveau de Paris pour pouvoir avoir une action efficace. On a aussi la fraude à la réparation informatique. Bon, vous l'avez tous vu, je ne vais pas vous faire une démo. Vous surfez sur Internet, votre tante surfe sur Internet. Il y a le pop-up qui s'affiche avec un numéro de téléphone. Il faut appeler et on vous promet de se connecter à votre ordinateur. Vous donnez l'accès à votre ordinateur et en échange, vous payez une nouvelle licence Microsoft dessus. Donc là aussi, il y a une centralisation. Et je vais faire un petit focus sur les rançongiciels parce que vraiment, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est un peu l'infraction qui nous a obligés à nous réorganiser en termes de poursuite. Les rançongiciels, en fait, quel que soit le point du territoire national sur lequel vous avez un rançongiciel, Paris, le parquet de Paris va récupérer et on va attribuer le dossier à un seul service par famille de rançongiciels. Logbit est au C3N, Stop Déjà Vu est un rançongiciel qui est à l'ASR Montpellier. On a attribué une famille par service, ce qui nous permet d'avoir une plus grande efficacité dans la répression. Et en termes d'organisation, on s'est rendu compte aussi que les plaintes n'étaient pas forcément toujours bien prises dans les petites unités de police ou de gendarmerie. Donc du coup, on a créé un modèle de plainte qui a été diffusé à toutes les unités de police et de gendarmerie. Alors, on a un système avec une certaine entropie, ça met un certain temps à être diffusé. Mais il n'empêche que ce modèle de plainte existe. Et maintenant, moi, je vois remonter des plaintes même d'unités très petites de gendarmerie où le modèle est suivi et il y a les éléments techniques qui sont demandés et il y a, on arrive à caractériser la famille. Ce qui, pour nous permet d'avoir une plus grande efficacité. Parce qu'on y reviendra, plus le service d'enquête chargé des investigations est saisi rapidement, plus les éléments techniques que vous avez communiqués peuvent être traités et on peut avoir une action judiciaire dessus. Très concrètement, si à chaque fois la plainte elle faisait 3 lignes et c'était mon système est chiffré, on est obligé de le récupérer. Le procès, c'est qu'on est obligé de demander à un service de police judiciaire de rappeler la victime pour avoir des informations et qu'on arrive à identifier le rançongiciel. Et si on fait ça, le service d'enquête de police judiciaire ne fait pas l'enquête. Et malheureusement, on n'est pas très nombreux. Je finirai juste sur les effectifs de la section J3. Ils étaient 3 magistrats, on vient de passer à 5 magistrats. Donc c'est une petite augmentation, mais qui reste encore petite face à la menace. Je peux vous dire que quand les magistrats sont de permanence ou quand cet été il y en avait moins, nous on les voit parce qu'on travaille au quotidien avec eux. Ils passent des énormes journées à gérer des dossiers d'importance en continu. Et il y a 2 assistants spécialisés, donc moi-même et mon collègue Boris qui est dans la salle. Nous, on est chargés d'aider les magistrats, d'apporter une assistance technique, un éclairage technique, d'aider nos collègues en province ou à Paris quand ils ont des petites difficultés techniques. Et comme j'ai une tendance à parler beaucoup et en plus vite, je vais vous permettre de respirer en passant à un autre interlocuteur. Merci pour cette présentation, Aurélien. Justement, tu as commencé à parler des services de police, donc je vais naturellement passer la main à Eric pour avoir un panorama de sa vision de l'organisation policière, des moyens et des attentes aussi. Alors, Aurélien a tout dit. Ça va aller vite. Alors, je vais essayer de compléter. Alors, je ne vais pas vous faire un panorama de tous les acteurs, mais
vraiment essayer de vous illustrer concrètement comment ça se passe, comment se passent les différents relais, etc. D'abord, vous rassurer en complément de ce que disait Aurélien, les autres infractions dont vous pouvez être victime, hein, que les atteintes au stade, notamment les escroqueries par exemple, etc., dont sont victimes les entreprises, les parquets locaux, éventuellement les juridictions interrégionales spécialisées dans chaque territoire sont en capacité de les prendre en compte quand il y a une certaine complexité. Et donc il y a un relais, il n'y a pas que les 5 magistrats. Oui, merci Eric de juste me permettre de repréciser. Dans chaque tribunal judiciaire, au niveau du parquet, il y a un magistrat cyber référent. Nous, on est en contact en permanence avec. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un dossier cyber qui ne relève pas de la compétence de J3, il sera suivi spécifiquement par ce magistrat spécialisé. Exactement, ouais. Et donc il y a vraiment un relais sur tout le territoire en France, aussi bien au niveau des parquets. Myriam, qui est dans la salle, connaît bien, puisqu'elle a contribué à la formation des premiers magistrats cyber référents, je crois, il y a quelques années, depuis la chancellerie. Donc les enquêteurs au niveau local, comme l'a dit Aurélien, c'est souvent un gendarme dans une brigade de gendarmerie, un policier dans un commissariat qui accueille la victime et qui prend la plainte. Aurélien évoquait la notion de modèle de plainte pour les rançongiciels. En complément, on a diffusé des directives pour faciliter la remontée d'informations. C'est-à-dire, au lieu de prendre la plainte à ce moment-là, l'enquêteur, déjà, il sait qu'il peut prendre contact avec un enquêteur spécialisé, comme Jean-Luc, ici dans la salle, au niveau de Nice. Je ne sais plus combien vous êtes sur Nice, 2 ? On était deux. Bon. Donc il y aura bientôt un successeur. Donc au niveau de chaque département, et de la même façon en police, il y a des relais, soit au niveau départemental, soit au niveau régional, avec des enquêteurs spécialisés, pour appuyer les enquêteurs locaux qui prennent ces plaintes. Et cette première étape, elle est essentielle, et c'est pas nécessaire que vous ayez tout de suite affaire à un enquêteur spécialisé. Ce qui est nécessaire, c'est que ça remonte rapidement. Voilà. S'il doit y avoir un complément quand même d'audition, ça peut être fait plus tard dans les bonnes conditions pour l'entreprise. Par exemple, Jean-Luc peut reprendre contact avec l'entreprise plus tard et organiser une nouvelle audition si toutes les questions du PV initial ne l'ont pas permis. Ce qui est important pour nous, c'est cette saisine le plus rapidement possible de l'autorité judiciaire dès que vous êtes au courant. Un premier contact, puis on organise le dépôt de plainte et ensuite on peut procéder à la suite des investigations. Ça peut être en matière de rançongiciel, c'est très vite orienté vers le service qui est chargé de la centralisation sur cette affaire. Donc ça peut être une unité régionale ou nationale, comme l'a évoqué Aurélien. Et je vais évoquer rapidement l'international aussi. Un certain nombre de ces affaires, vous l'avez vu dans la vidéo, ont évidemment une portée internationale. Et donc on ne travaille pas tout seul. Et d'ailleurs, il y a des victimes en France et il y a des victimes dans d'autres pays européens et dans d'autres régions du monde. Et donc c'est indispensable. Et assez vite, au niveau européen, Eurojust, à la demande des parquets locaux et en accord avec les services d'enquête, peut être amené à autoriser l'ouverture d'une équipe commune d'enquête. Et l'un des intérêts de l'équipe commune d'enquête au niveau européen, donc qui est soutenu par Europol en pratique, c'est de pouvoir centraliser les preuves immédiatement. C'est-à-dire les pays membres de l'équipe commune d'enquête peuvent partager des copies d'informations qui ont été recueillies dans les perquisitions. Par exemple, la perquisition musclée qui a été diffusée ici, c'est pas que pour faire de la communication, c'est tous les éléments qui ont été collectés. Donc là, il y a tous ceux que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les détails de contact qui vont être retrouvés sur les téléphones, les informations qu'on va retrouver dans les carnets de notes, sur les disques durs des suspects, etc. Tout ça, ça va être partagé le plus rapidement possible avec les collègues qui contribuent à l'équipe commune d'enquête, y compris potentiellement avec un pays comme l'Ukraine ponctuellement, puisqu'ils peuvent être associés à une telle démarche, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, et en particulier un certain nombre de pays qui ont un accord de coopération opérationnelle avec Europol, notamment le Canada, les États-Unis, le Japon,
Japon, la Norvège et des pays d'Amérique du Sud. Et des pays d'Amérique du Sud, etc. La Corée du Sud aussi, je crois. Et donc ça, c'est un outil très efficace parce que ça permet de très rapidement croiser de l'information. Et donc, ça montre l'importance de votre dépôt de plainte, parce que les informations qui vont venir de chez vous, un petit détail dans votre système d'information qui a été victime d'une attaque, eh bien, il contribue à cette vision globale de Lockbit, de Clop, etc., de tous ces groupes de rançongiciels, de tous les acteurs d'une attaque informatique au niveau mondial, et ça permet de faire des interpellations derrière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Au-delà des interpellations, là, il y a des condamnations au bout du compte quand même aussi. L'autre intérêt de la judiciarisation, c'est aussi de mieux se protéger collectivement. On contribue aussi au partage d'informations, à la diffusion d'informations, pour mieux vous protéger. C'est pour ça qu'on est présent au CLUSIF et dans d'autres cercles associatifs. On pourra peut-être l'évoquer. Et la police et la gendarmerie sont membres de l'Intercert en France. Ça nous permet de partager de l'information aussi dans ce contexte-là. Et peut-être à l'avenir, avec l'autorisation du parquet et de la section J3 du parquet de Paris, de partager des informations qui viendraient des enquêtes et qui auraient un intérêt à être partagées rapidement pour protéger les entreprises en France. En tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir. Donc vous voyez, cette étape de judiciarisation, elle est nécessaire. Et vraiment, je répète ce message, il n'y aura pas de frein aux infractions qu'on décrit s'il n'y a pas d'arrestation derrière. Hein. Sinon, ils vont continuer d'agir. Et donc, votre participation en nous signalant les faits et en déposant plainte est essentielle à cela. On est bien conscient de la masse d'affaires auxquelles on est confronté. Je ne sais plus combien de rançongiciels on a. Par an, c'est à peu près 400 rançongiciels et il y a quelques années, on avait une progression de 400%. Alors ça, c'est le nombre de victimes, mais le nombre de familles qui sont suivies. Le nombre de familles, on est à 130. 130 familles, ça veut dire qu'on a 130 services saisis de famille. Dans une famille, prenez Sodino Kibi, on peut avoir 300 victimes en France. Voilà. Donc il y a ces 130 familles et la priorité, elle est donnée de deux façons. Soit parce qu'il y a des informations qui nous permettent de remonter assez vite et donc on va pouvoir agir, soit par rapport à l'importance du préjudice. Et donc notre mobilisation derrière dépend aussi de votre capacité à nous informer sur l'impact que ça a pu avoir sur votre entreprise et donc collectivement dire, voilà, ça c'est important pour la France, donc on y met les moyens. Merci Eric pour ce complément de présentation, je vais appeler ça institutionnel, et avec la transition qui permet d'aller justement maintenant vers les victimes. Donc je vais d'abord passer la main à Sébastien Benoît, qui va représenter quelque part la voix du RSSI en entreprise, victime, et qui essaie de gérer cette judiciarisation. Comment tu sens les choses? Est-ce que tu peux nous présenter un peu la moyenne des cas du terrain? Alors en fait, là je prends ma casquette RSSI de la CASDEN, donc je vous demande de ne pas tweeter et de garder ça ici dans cette salle parce que je n'ai pas trop envie que ça se sache. C'est important qu'on en discute entre nous, mais je voudrais vous faire ce retour d'expérience parce que vous venez d'entendre tout le travail qui est fait par la justice et en fait nous de notre côté on a toujours l'impression que c'est super lent, que ça n'avance pas, qu'on ne voit pas les enquêtes et en fait il y a un énorme travail de ces gens-là qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut remettre en avant et pousser et contribuer. Et ce que disait Eric sur le fait qu'ils soient membres de ces associations, c'est extrêmement important pour mettre ça et aussi qu'on continue à porter plainte et qu'on accélère le nombre de plaintes que l'on va. Donc la CASDEN a été victime en 2018 d'un rançongiciel qui a immobilisé toute la CASDEN. Alors nous, on a eu du bol, c'était un gentil. Un très gentil.
puisqu'il ne faisait pas de mouvements latéraux et il n'a chiffré que le serveur de fichiers et que lorsque l'utilisateur du poste de travail qui avait été contaminé était actif. Donc du coup, ça a fonctionné. Donc la personne en fait s'est connectée un dimanche pour prendre en fait une réunion qu'elle avait pour le lundi matin. Et en fait, c'est là où elle a lu ses mails et elle a cliqué sur une facture de oscaro.com. Et on travaille dans la banque, hein, je le rappelle, mais je pense qu'elle ne savait pas ce que c'était que ce fournisseur. Et bien sûr, on est tous curieux de savoir. Et donc, elle a cliqué. Et manque de bol, si ça avait été un quart d'heure après, en fait, l'antivirus se met en route tous les quarts d'heure. Et il n'avait pas été détecté et il a été mis à jour. Donc, il y a eu 7 mails qui ont été de cette nature. Et il y en a un qui est passé, celui-là. Et après, les 6 autres, en fait, ont été détectés par l'antivirus et donc sont faits. Du coup, le fait que je suis assez actif dans la communauté, j'avais pris des renseignements. Et c'est là où on m'avait expliqué l'importance de prendre des traces, de faire des photos, voilà. Donc, et ça nous a servi, puisque du coup, et je voulais comprendre aussi comment aller porter plainte et comment faire toute cette démarche et voir comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai constitué, je vous dis, un tout d'un dossier. Et puis, je suis allé au commissariat. Alors, c'est pour ça que je demande à ce que ça reste dans cette salle, parce que c'était au commissariat de la Défense. Et quand je suis rentré dans le commissariat, je suis tombé sur un très gentil policier. Mais le monsieur, il connaissait rien à la cyber. Et c'était en 2018, et ça a sûrement beaucoup évolué. Et quand je lui ai présenté mon dossier, il m'a dit je ne peux pas recevoir votre plainte parce que pour moi, il n'y a pas eu d'effraction, on ne vous a rien volé vraiment, etc. Donc, première chose, j'y ai passé 3 heures, donc j'ai éduqué, etc., fait de la sensibilisation. Et on a réussi, il s'est souvenu qu'il avait eu une formation il y a quelques mois, et il s'est souvenu du code pour aller remplir le formulaire, je ne sais pas trop comment ça marche, mais excusez-moi des termes, pour remplir et faire la déclaration, etc. Après, j'ai un peu de relation, puisque je vous dis, je suis assez actif dans la communauté, donc j'ai appelé la BFT, mais comme la CASDEN n'est pas au siège social dans la police, on m'a dit qu'il fallait justement aller au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche. Donc voilà, donc c'était tout un parcours sur ces choses-là. Et 2023, le service juridique m'appelle et me dit « Benoît, on est constitué partie civile sur ton dossier ». Et j'ai dit « Waouh, quelle super nouvelle ! Enfin, tous mes efforts récompensés, le fait qu'on milite pour justement aller porter plainte a porté ses fruits. » Et donc j'étais hyper content, donc on a été porter plainte. Sauf que, alors moi je ne suis pas un expert dans la justice, sauf que a priori, la plainte n'a pas été bien coordonnée ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais a priori le terme du rançongiciel n'était pas le bon, et donc ça, a priori, je ne sais pas, je préférerais que tu reprennes la parole sur le truc, mais bon voilà. Mais en tout cas, ça prouve que quand on fait des actions, quand on va porter plainte, ça marche. Et ce que disait Eric, c'est important, c'est que plus on va donner des éléments à la police, et c'est pour ça que je suis très fier que le CLUSIF ait produit cette petite fiche qu'on distribuera, qui explique le gain de temps qu'on peut donner et qu'on peut faire économiser à la police et à la gendarmerie, comment aller porter plainte et à quoi ça sert et quels sont les avantages. C'est juste un feuillet A5, d'accord ? Donc c'est tout petit, mais c'est hyper efficace et je vous conseille de le diffuser aux entreprises et à vos confrères, etc. C'est en libre service sur le site du CLUSIF, c'est hyper important et ça rappelle des choses qu'on dit tout le temps. Mais rien que récupérer les traces, etc. Voilà. Et puis avoir un petit réflexe, l'eurodatage, des choses qui peuvent servir ensuite pour que ça soit des commencements de preuves. Et on n'est pas forcément des experts, mais aussi dans vos exercices de gestion de crise, ayez ces réflexes. De dire comment je constitue un dossier de preuve. Ça aussi, c'est hyper intéressant et c'était ça aussi que l'on voulait faire passer comme message. Donc on n'est pas des experts, donc on peut se faire conseiller. On a justement la gendarmerie, la police, des gens qui peuvent justement aussi nous aider à constituer ou à procurer. Et puis je vous dis, c'est pour ça. Et donc on est très fiers parce qu'on a aussi réussi à mettre autour de la table et à s'en faire entendre la police et la gendarmerie qui se sont mis d'accord sur cette petite fiche. Donc ça, c'était un succès. Et quand j'ai entendu ça, j'en étais très fier. Et je tiens à les féliciter puisque ces 3 acteurs ont été très actifs. C'est pas toi, Eric ? Bon. Alors, les 2 acteurs, en tout cas, une grande famille. À droite et à gauche, mais indirectement, ils représentent la gendarmerie. Donc voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc
Si je synthétise un petit peu la vision du RSSI aujourd'hui, c'était compliqué, ça a l'air de se simplifier ou en tout cas d'être mieux maîtrisé. Et en face, il y a des moyens supplémentaires qui vont forcément finir par aider et suivre ces dépôts de plainte. Alors je voulais passer pour la dernière intervention en mode plénière à Cyril Tesser, donc du groupe La Poste, qui représente bien entendu un parcours de RSSI dans un grand groupe, mais qui a atteint un niveau de maturité, on peut dire ça comme ça, assez exceptionnel, puisque désormais tu as créé et tu diriges la direction de l'investigation numérique légale, on va dire ça comme ça. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est produit et qu'est-ce que ça permet d'avoir comme livrable aujourd'hui pour la communauté? Tout à fait. Alors je vais quand même revenir 2 secondes sur ce que disait Benoît, c'est vraiment hyper important. On a vraiment tous, mais tous, besoin de vous dans cette lutte. J'ai presque envie de dire, c'est un devoir de citoyen que d'aller porter plainte. Parce que si à chaque fois on se dit « Oh bah non, j'ai pas le temps, ceci, cela », enfin peu importe vos excuses, on n'y arrivera pas. L'union fait la force. Donc c'est le premier qui ira porter plainte qui pourra peut-être vous faire économiser des nuits de sommeil. Et grâce aux forces de l'ordre, franchement, on arrive vraiment à faire énormément de choses. Alors pour revenir un petit peu à La Poste, oui, en fait, une des particularités du groupe La Poste, c'est qu'on est quand même 240 000. Et donc, dans cette petite particularité, étant très nombreux, c'est mathématique, on a forcément des comportements déviants dans notre entreprise. Et pour ce faire, on s'est dit, allez, on va être proactif, on va essayer de s'inspirer de ce que font les forces de l'ordre, et puis de décliner un petit peu tous ces process et de les appliquer chez nous en interne entreprise. Alors j'insiste, on n'est pas des policiers, on n'est pas des gendarmes, on n'a pas du tout leurs prérogatives, mais on s'est dit peut-être que si on faisait à peu près la même chose qu'eux, le jour où on va judiciariser, peut-être que du coup il y aura un petit peu plus de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de force probante, peut-être que du coup le recueil de la preuve sera encore mieux accepté, etc., etc. Donc ça, c'est juste de l'anticipation. Donc on a créé, et avec Sébastien qui est juste là, donc on a créé donc ce département investigation numérique légale en recopiant un petit peu les process qu'on trouve, justice, force de l'ordre, etc. En gros, comme vous tous, on a déjà un centre de cyberdéfense qui, allez, je vais grossir le trait, court après les méchants pirates, hackers, etc. Et nous, on fait tout le reste du code pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur nos 240 000 postières, dans ces comportements déviants, on va faire beaucoup de fraude interne. On va faire, par exemple, des cas de harcèlement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est 240 000. On a forcément, c'est mathématique, des gens un jour qui vont, je ne sais pas, faire du trafic de stupes, d'armes, radicalisation, etc. Vous voyez, je m'écarte de la cyber, mais on va utiliser les mêmes process, les mêmes formations que nos collègues gendarmes, on va utiliser les mêmes outils, on va utiliser les mêmes logiciels matériels. Et donc, à la fin, on va produire un rapport qui va être formaté comme les policiers, comme les gendarmes. Et puis, moi, je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors, on ne va pas toujours en justice. Des fois, on s'arrête avant. On s'arrête tout simplement au conseil de discipline. Mais par contre, je peux vous assurer que donc, les personnes qui nous sollicitent en interne, donc les RH, les déontologues, enfin, toutes ces personnes-là, grâce à nous, on apporte des preuves techniques, scientifiques, on apporte des preuves qui sont factuelles et on restaure indirectement la vérité. Mais nous, on juge rien du tout, on fait un travail qui est vraiment technique et scientifique. Mais des fois, quand vous êtes à la RH et que vous avez, je ne sais pas, dans un cas de harcèlement, un super menteur ou une super menteuse, qui croire, on va faire appel à notre département, au département de Sébastien, et qui va expertiser les téléphones, les ordinateurs, qui va restaurer les SMS effacés, qui va dire qui a commencé le premier, la première, etc., etc. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc franchement, si tout ce que vous pourrez anticiper avant d'aller porter plainte, ou voire même vous arrêter, j'ai envie de dire au disciplinaire au sens large, c'est toujours ça de prix. Pourquoi? Parce que une fois que vous serez devant le policier, devant le gendarme, qui vous dira ok, alors qu'est-ce que vous avez comme preuve, comment vous les avez reçues, etc., etc. Plus vous aurez anticipé et mieux c'est. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas que la partie centre de cyberdéfense où on court après les méchants pirates, hackers, etc. Vous avez tout ce qui est interne,
quand vous êtes dans un grand groupe, il y aura forcément un jour à déployer des process pour fraude interne, etc., etc. Alors, moi aussi, je suis très bavard, donc il faut que tu... Exactement, oui. Quand je dis qu'on est factuel, j'ai plein d'histoires où, par exemple, la dame, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, elle disait grâce à votre rapport, vous avez prouvé que je suis innocente. C'est pas moi qui ai... Enfin, je ne vais pas raconter les trucs, mais... Donc oui, nous, on fait un travail qui est vraiment factuel et technique. J'ai envie de dire, on va se comparer un petit peu à la police technique et scientifique, même si on n'est pas à ce niveau-là encore. Mais on essaye, à notre niveau, de rendre service sans se substituer aux forces de l'ordre. Je le répète. Voilà. Merci Cyril pour avoir maîtrisé ton bavardage qui était très synthétique. C'est la première fois que je suis aussi court. Et très intéressant. Et pour conclure, je vais demander à Aurélien et Eric de façon très synthétique, avant d'avoir peut-être un peu d'échange avec la salle, votre défi là à venir dans votre domaine respectif par rapport à ces enjeux, cette pratique, c'est quoi ? Moi, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est la préservation des traces. On a bien conscience. Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais naïf. Je pensais, c'est un raisonnement enquête judiciaire. Dès qu'on a une infraction, une infection, on va préserver les traces tout de suite. Après, j'ai compris que même si j'avais un CERT qui était là, même si j'avais l'ANSSI qui était là, les traces, la préservation des traces, elle va arriver en P3, P4. La première, ça va être la remise en prod. Après, il va y avoir le contrôle de l'image extérieure. Il va y avoir l'étendue de l'infection. Et puis, j'ai aussi compris que parfois, il ne va pas y avoir de recherche de traces concrètement dans une infection. Moi, ce qu'il va me falloir, c'est le primo-infecté. Et dans un gros groupe, j'ai compris que parfois, on ne va pas rechercher le primo-infecté, on va reconstruire tout l'AD et puis on va le durcir. Et si jamais il repasse par le même chemin, on va pas avoir besoin de... il pourra plus exercer. Donc du coup, c'est toutes des choses qu'on a compris au fur et à mesure. Au début, quand je disais préservation des traces, je faisais le parallèle avec la scène de crime, parce que c'est vrai que quand on trouve un meurtre, tout le monde a vu des films à la télé et tout le monde pense qu'on arrête, on touche plus à rien. Puis je me suis rendu compte que c'est un peu contre-productif, parce que quand on est une petite PME, si on imagine que dès qu'on a une infection, il y a une scène de crime et que la police met la rubalise, on va plus travailler. Alors qu'au contraire, on est un service public, on est au service du public. Moi, je me souviens quand j'étais à la BFT, s'il y avait une PME et si elle avait un serveur, on lui prenait pas son serveur pour le copier pendant 3 jours. On lui expliquait où prendre les logs EventTX pour effectivement si c'était une connexion à distance et on récupérait juste cette partie-là. Le but, c'est de préserver les traces tout en permettant à l'entreprise de continuer à travailler et d'avancer. On ne va pas débarquer avec 3 camions de serveurs et bloquer une multinationale pendant 3 jours sous prétexte de rechercher les auteurs. Donc c'est ça à avoir en tête. Et je me suis rendu compte aussi que parfois, c'est juste pas de réflexe. Je prends des entreprises qui vont faire un master sur tous les postes parce que même s'ils savent où est le primo-infecté, il va faire un master sur tous les postes, il va faire un master sur le poste primo-infecté. Donc master, c'est je remets une image de disque propre, enfin on espère propre. Alors que si jamais ils prenaient juste le disque dur du poste primo-infecté et le mettaient sur le côté, ça nous aurait quand même aidé. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément parce que quand on est sous la pression, quand la prod ne redémarre pas, c'est facile pour une PME. Les infractions avec lesquelles on gère à J3, on va pas citer un exemple qui a été présenté aux assises ici, mais Fleury-Michon, quand Fleury-Michon s'arrête, c'est sûr que la préservation des traces, c'est pas la première chose quand vous avez toutes les usines qui sont arrêtées. Il y a ça. La préservation des traces, ça veut dire aussi, quand on garde une IP, on garde un eurodatage. Alors, ça paraît être quelque chose de bête, mais même avec parfois des CERT qui interviennent, on lit dans le rapport de CERT, c'est cette IP-là qui a travaillé. Nous, en enquête, si on a une IP et pas d'eurodatage et pas de fuseau horaire, on fait une réquisition judiciaire, l'hébergeur nous dit « je ne peux pas vous répondre ». Parce que peut-être que la location a changé, peut-être ce genre de choses. Donc c'est hyper important d'avoir en tête, alors ça paraît des basiques, mais parfois c'est bien de back to the basic, on avait dit ça aux assises l'année dernière, c'est garder l'eurodatage des IP. Et garder aussi les logs. En ce moment, on se bat parce qu'on a les CERT qui interviennent, ils font un super travail, ils font le rapport, puis une fois qu'ils ont fait le rapport, ils transmettent le rapport au client. Et le CERT, il détruit tout. Parce qu'il ne garde pas, parce qu'il a fini son travail. Le client, s'il n'a pas pris le réflexe de déposer plainte tout de suite, il va donner le rapport, et puis on aura un rapport avec une IP, mais on n'aura pas les logs bruts. Or, nous, on a une totale confiance dans les CERT, mais parfois, on aime bien retravailler les logs bruts. Donc, c'est aussi ça quelque chose. C'est avoir cette démarche dès le début, de dire, tiens, s'il y a des logs, les logs de mon CERT, je vais les garder dans un coin pour qu'on puisse avoir la chose. L'importance aussi, c'est d'avoir la rapidité. Le deuxième défi, c'est la rapidité entre la plainte et l'infection. Pourquoi la rapidité entre la plainte et l'infection ? Rapidement, vous avez des équipes techniques qui vont intervenir, qui vont par exemple détecter une IP d'attaque. Cette IP d'attaque, ça peut être un serveur Cobalt Strike. Si ce serveur Cobalt Strike, on est informé rapidement, il peut être mis sur écoute. Il peut être travaillé.
j'ai déjà donné cet exemple ici, mais ça m'a marqué quand j'étais à la BFT. Un soir, c'est les Néerlandais, la police néerlandaise qui m'appelle. Ils avaient un serveur Cobalt Strike sur écoute. Ils m'ont appelé parce qu'il y avait un gros groupe de retail français qui est en train de se faire attaquer par l'Espagne. Et ça, ils l'ont vu parce que l'IP Cobalt Strike tapait l'Espagne. C'était un vendredi soir. Je peux vous dire que le groupe s'est mis en cellule de crise. Ils ont fermé les vannes depuis l'Espagne et ça n'a pas attaqué la France. C'était les prémices de l'attaque, parce que parfois les serveurs Cobalt Strike ont fait face à une criminalité organisée, donc c'est pas l'attaquant qui va avoir monté son serveur, il va avoir loué un serveur Cobalt Strike auprès d'un attaquant qui est spécialisé là-dedans, c'est vraiment de la criminalité organisée, et ce serveur il va pas servir que pour une seule attaque, ou pour 2 attaques. Et justement, j'en viens sur la criminalité organisée. Nous vraiment, quand on s'attaque à un rançongiciel, on va pas dire on va juste chercher les auteurs du rançongiciel, on va essayer d'attaquer les auteurs, les affiliés, puisque vous le savez ou pas, le rançongiciel, c'est souvent du rançongiciel as a service. Donc, il y a des filiales, c'est comme Franprix, c'est pas le directeur de Franprix qui dirige la petite filiale qui est derrière, il a juste acheté le droit de la marque et la chaîne logistique. Le rançongiciel, c'est pareil. Il y a des gens qui achètent le nom du rançongiciel, son propre malware et la chaîne logistique de paiement. Donc, on s'attaque aussi à ça, mais on s'attaque aussi à tous les fournisseurs de services. Et par exemple, l'un de nos enjeux à l'heure actuelle, c'est on a des plaintes, et dans la plainte, c'est marqué, il avait le compte, le login et le mot de passe de ce compte Active Directory. Et il n'y a pas eu de brute force. Et là, par exemple, ça veut dire que derrière, il y a aussi un acteur criminel. On appelle ça Initial Access Broker, ou alors il y avait un stealer à l'intérieur. Et c'est aussi pour qu'on ait tous une réflexion sur comment j'arrive à monitorer, comment j'arrive à garder des traces, pour que quand j'ai un accès qui a fuité, j'arrive peut-être à orienter les services sur un stealer, sur un IAB, sur ce genre de choses. Nous, de notre côté, on travaille aussi là-dessus. On travaille comment rechercher, quand on sait le compte, comment rechercher dans des bases de données, même de vendeurs qui sont ici, qui les proposent. Mais c'est tout un travail aussi ensemble, parce que si on arrive à attaquer et à démanteler un vendeur d'accès, il y aura un peu moins d'attaques. Donc c'est tous nos 3 enjeux. Alors, je suis très inquiet, parce qu'il y a vraiment des enjeux forts côté justice, et je vois Eric qui prenait des notes, et si tu peux, en 1 minute peut-être... Oui, en 3 heures. Non, juste, je vais réinsister sur un point qu'a évoqué Aurélien, c'est le timing, et 2, juste ouvrir un petit peu sur les choses où nous on a progressé. Donc premier point sur le timing, pour bien insister, c'est essentiel de nous impliquer dès le début. C'est pas grave si au bout de 3 mois vous vous rendez compte que ça aurait été bien et que vous le faites que à ce moment-là, mais c'est beaucoup mieux si vous le faites dès le premier jour. Et très souvent, moi j'ai eu des entreprises victimes au téléphone. Oui, on hésite encore, on ne sait pas si on va déposer plainte, on est en cellule de crise, etc. On n'est pas là pour vous freiner, on n'est pas là pour vous gêner, on est là pour vous aider. La plainte formelle, elle peut intervenir quelques jours plus tard, mais on peut commencer à vous donner des conseils dès le début. Et donc ça, c'est essentiel. Et dans les exemples qu'a donné Aurélien, il y a des preuves qui commencent à disparaître dès le début de l'attaque, non seulement dans votre réseau, mais à l'extérieur. Tu parlais de serveurs, Cobalt Strike. Si vous nous prévenez au bout d'1 mois, les attaquants, ils ont pivoté, ils ont changé d'hébergeur, ils ont changé de machine, etc. Il n'y a plus de traces. Donc on ne retrouvera plus rien. Et notamment dans le cadre de la coopération internationale, si on rajoute les délais complémentaires, si nous on met 3 semaines à avoir une réponse d'un service à l'étranger, parce que c'est pas toujours simple non plus, il n'y aura plus de traces dans les serveurs qui ont servi à relayer l'attaque. Donc le timing, c'est essentiel. Et voilà. Et donc ça veut dire aussi, notamment dans les groupes un petit peu complexes, sociétés internationales ou les groupes un peu importants, rédiger des process pour les dépôts de plainte pour que ce problème de timing ne se pose pas. Une fois, j'ai eu une victime au téléphone qui me disait que le siège allemand lui interdisait de déposer plainte. Alors, ils n'avaient aucune légitimité pour le faire, mais pourtant ils le faisaient, et cette société était bien embêtée. Et en plus, c'était le siège allemand d'un groupe américain. Enfin bon, c'était le siège en Europe qui créait des problèmes. Donc le timing. Deuxième aspect, notre capacité, elle doit se développer. Donc nous, on est conscients, et c'était un peu dans l'exemple que donnait Benoît, du manque de communication ensuite vers les victimes. Et donc là-dessus, on a encore des progrès à faire tout au long de l'enquête. Alors pas tous les jours,
Mais il faudrait qu'on puisse informer les victimes de la suite, de la progression de l'affaire. Donc on réfléchit à différentes solutions. Évidemment, ça ne peut pas reposer sur le fait de vous donner le numéro de téléphone d'Aurélien ou de sa chef de... C'est le 06. ou de la vice-procureure qui est en charge de cette équipe-là, parce que vous avez compris qu'ils ont des centaines de dossiers. L'enquêteur au niveau local, ça peut être une piste si lui il a accès à de l'information pour suivre ça. Donc on réfléchit à différentes pistes pour assurer un meilleur suivi, non seulement pour vous informer, mais aussi parce que ça peut vous inciter, si plus tard vous avez d'autres informations à communiquer, parce qu'il se peut que vous constatiez d'autres choses plus tard, à les partager. Et donc on va essayer d'identifier des moyens pour que vous ayez toujours un contact dans les équipes et qu'on n'ait plus ces situations où moi j'ai des victimes qui m'appellent et qui me disent je comprends pas, j'ai écrit au parquet de Grenoble et le parquet de Grenoble me dit qu'ils ont été dessaisis, ils savent pas trop par qui et voilà, et donc et la victime ne sait plus vers qui se tourner. Et donc il faut qu'on arrive à résoudre ça. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en parler dans le cadre du Clusif par exemple. Voilà, et donc la boucle est bouclée. Merci. Et Eric, je voulais juste rajouter encore aussi un tout petit complément. Il n'a pas fait son temps. Non, non, je reprends en plus, c'était un des nombreux avantages que vous retrouverez sur la fiche du Clusif, c'est qu'on peut aussi bénéficier des résultats de l'enquête. Alors ça, c'est très intéressant parce que peut-être que vous allez connaître l'auteur des faits, etc., etc. Et c'est pour vous hyper important de communiquer après à votre COMEX que finalement, alors, même si on n'a pas toujours le nom, des fois ça peut être un acronyme, un APT quelque chose, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, les forces de l'ordre font aussi le service après-vente. C'est-à-dire qu'à la fin de l'enquête, ils peuvent aussi très bien vous dire, voilà, c'est un tel, ça s'est passé comme ça, voire même, vous pouvez... Et je le vois de plus en plus. Voici les clés qui vont vous permettre finalement de déchiffrer parce que on a réussi à mettre la main sur les serveurs. C'est pas de la science-fiction. Enfin, Mais je confirme. Mais enfin voilà, on le voit de plus en plus. Quand on s'est porté civil, on avait le nom de l'attaquant qui était cité explicitement. Voilà, donc c'est vrai que je confirme. Et moi, j'étais fier de l'annoncer aussi à mon comité de direction que notre démarche, notre logique a fonctionné. Et ce que je disais, c'est qu'il faut être patient. C'est vrai que la justice, on est toujours... ça met du temps, mais ça marche. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, le message que je voudrais vous faire passer, c'est surtout entraînez-vous à collecter des preuves. On voit souvent les intersats font un peu des statistiques, ce que disait Aurélien. 92 jours pour sortir des logs. Je pense qu'on peut peut-être s'améliorer un peu et que ces logs elles soient exploitables aussi et qu'on s'entraîne sur comment je vais porter plainte et que ce que je vais mettre comme éléments sans qu'on soit vraiment des experts, mais au moins qu'on puisse être en capacité à produire. On va arrêter là, en tout cas au moins formellement. Je remercie tous les intervenants de la table ronde et je rappelle qu'on tient à votre disposition la fiche réflexe du Clusif qui est ici, qu'il existe aussi en France une association d'experts judiciaires spécialisés en cyber que vous pouvez contacter par l'intermédiaire des représentants de la table ronde. Et puis si vous avez une question, c'est maintenant ou en off après, je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a une autre table ronde derrière, oui, non. Bon, on peut rester ici, on est chez nous en fait. Donc, question, monsieur, après Nassira et après Myriam. Est-ce qu'on a besoin de passer par un huissier de justice? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Tu réponds. Comme tu veux. C'est simple. Si, alors, en droit pénal, la preuve est libre. Donc non, vous n'avez pas besoin de passer par un huissier de justice. Après, vous pouvez avoir vos process internes, votre service juridique qui peut l'exiger. Mais en tout cas, nous, au niveau du dossier pénal, les logs, s'ils ont été remis par le RSSI sur un CD-ROM, ça existe encore, ou s'ils ont été transmis à l'enquêteur de manière numérique. Oui, alors si jamais un jour vous avez envoyé des documents numériques à des enquêteurs, sachez que maintenant on a France Transfert qui permet d'envoyer quand même des fichiers de taille importante à tout agent de l'État. Donc c'est plutôt pas mal quand même de le savoir et de l'avoir en tête. Vous connectez, c'est France Transfert, ça évite un WeTransfer ou que je ne sais-je. Vous mettez dessus, c'est exclusivement entre une personne et un agent de l'État. Donc c'est bien de savoir. Ça c'est en matière pénale. Dans le cadre de... Voilà, je pense que Cyril pourrait citer si vous avez un conflit commercial avec une autre entreprise, si vous avez un problème avec un salarié, attention, là il faut bien prendre les conseils
d'un juriste, voire d'un avocat, et être accompagné dans certains cas par un huissier, effectivement, parce qu'au civil, là, ce sera nécessaire. En tout cas, dans notre cas, à la CASDEN, moi, j'ai pas pris d'huissier pour aller constituer mes preuves, et la police l'a reçu, et on a été jusqu'au bout, et on a été partie civile. Donc, par contre, ce qui est voilà. essentiel pour nous, c'est la traçabilité qu'on évoquait. Prenez des notes, c'est le minimum. Qui a fait quoi sur quoi, pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Sinon, on n'arrivera pas à comprendre tel fichier, d'où il vient, à quoi il a pu servir, etc. Ouais. Donc ça, c'est essentiel. Prenez des notes, journalisez ce que vous faites, c'est dans tous vos process. Et puis pour revenir, juste en un mot sur la question de l'huissier, si votre direction juridique vous dit des phrases du type « oui, mais c'est pour la valeur de la preuve, etc. », bon, vous n'allez pas contre votre juriste, vous prenez quand même un huissier, c'est pas grave. C'est franchement, voilà, vous n'êtes pas à 200 € près. Voilà. Merci pour vos réponses. Nassira, si vous voulez. Comme c'est la somme de moins